Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où Marie résout le plus grand mystère de l'histoire de la télé, alors que moi, je suis encore à faire des poèmes sur Marcel le singe. Oh, c'est vrai. Salut, moi c'est Marie et chicks and ducks and spiders curry. When I take you out in the Surrey with the fringe On top. Je dois en déduire que tu as un cadavre dans ta voiture, Marie. Exactement. Je ne sais aussi pas conduire. Comme les Landes. Et moi, c'est Anaïs, et pour citer le shérif Truman, j'en ai marre du mumbo-jumbo, j'en ai marre des rêves, des visions, des nains, du Tibet et de tout ce hocus-pocus. Dans ta vie ou dans Twin Peaks? La semaine dernière, on a vu un des meilleurs épisodes de télé de tous les temps, dans lequel il était révélé que le meurtrier de Laura Palmer était Leland Palmer, son père. Cette semaine, on redescend un tout petit peu en tension avec les épisodes 8 et 9 de la saison 2 de Twin Peaks, dans lesquels le shérif et l'agent Cooper continuent de mener l'enquête et Leland se balade en voiture avec le cadavre de sa nièce, Maddie Ferguson, après l'avoir sauvagement tuée. Mais maintenant que Marie connaît l'identité du meurtrier, je dois vous annoncer qu'elle a repris ses préoccupations habituelles. Elle est où, Audrey? On est marre, moi. Bah oui, hein. Elle est où, Audrey? Elle est pas là assez. Elle n'a plus rien à foutre du reste de l'histoire. Bah franchement, bon, on va en parler, mais bon. Marie, après les incroyables rebondissements de la semaine dernière, qu'est-ce que tu as pensé de ces épisodes? Bah on va l'entendre. Ils avaient vraiment besoin de meubler, hein. On s'emmerde un peu quand même dans cet épisode, hein, par rapport au précédent. Non mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de cette intrigue en fait? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de rencontrer la maman et le nouveau beau papa? T'as même pas idée du nombre d'intrigues dont t'as pas besoin. Bon, désolée pour les bruits de mastication une nouvelle fois, hein. J'aime beaucoup manger du chocolat devant Twin Peaks, mais oui, ces épisodes étaient assez chiants, surtout quand on connaît l'identité du meurtrier, nous, et qu'ils ne la connaissent toujours pas, eux. Il y a quelque chose d'assez frustrant, et surtout que pour meubler, ils ramènent pas mal d'intrigues secondaires qui sont pas des plus passionnantes. Avant de se plonger dans les détails de l'intrigue, Marie, on va écouter les prédictions que tu avais faites concernant ces épisodes. Précédemment, dans Annie. Je pense qu'ils vont se rendre compte que c'est Leland et ça va être le choc. Mais j'ai mis, ou peut-être pas, Maddie devait partir et avait déjà fait ses adieux, donc il peut masquer son crime. Mais Cooper, quand même, est au courant, là, qu'il s'est passé quelque chose. Tout le monde est en train de chialer, de toute façon. Ensuite, je pense que Catherine va continuer ses manigances, même si j'ai rien compris à son stratagème. Vraiment, alors là, j'ai rien compris. Et je pense qu'il va y avoir des développements autour de l'ancien partenaire de Cooper, Wyndham. Alors, la meuf qui prend aucun risque. C'est clair. Tu penses que Sarah Palmer est vivante, du coup? Alors, la dernière fois qu'on la voit, elle est vivante, hein. Elle respire. Dans la scène, son thorax bouge, donc moi, je pensais qu'elle était vivante. Ah, mais en fait, vu ta question, je me dis que peut-être qu'elle est morte. T'es tellement observatrice. Ouais, t'as vu. Je regarde le thorax des acteurs. Non, mais après la scène de la semaine dernière où ils étaient tous en train de chialer dans la taverne comme s'ils avaient compris, tout le monde reprend sa vie normalement. Bah, je pense que c'est censé être une scène qui est un peu... C'est un symbole. Voilà, c'est pas hyper réaliste. Marie, comme d'habitude, tu nous as préparé un petit résumé. Alors, en 1 minute ou moins, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé dans ces épisodes? 1 minute ou moins, la pression. Ah bah, excuse-moi, tu m'as fait ça pendant toute la saison 1. Bon, Ben fait le ménage dans sa cellule et maintient une excellente hygiène malgré les circonstances. J'étais admirative. Pete et Catherine n'ont jamais été aussi amoureux. Si votre couple va mal, oubliez la thérapie. Trouvez-vous un ennemi commun contre lequel comploter. Apparemment, c'est ça le secret quand même. C'est clair. James et Donna se fiancent, alors qu'ils n'ont pas encore l'âge de boire légalement dans leur état. Je ne sais pas où il a trouvé l'argent, mais bon. Il a demandé en mariage. Et ça va pas. Mais ils ont 12 ans. Mais dis non, hein. Tu sais, c'est des Américains de 18 ans. Ils font tout ça. Ouais, remarque dans la petite ville. Mais ça va pas. Généralement, il faut une grossesse non désirée avant, mais... Non mais attends, mais ils sortent ensemble depuis 2 semaines. Il a déjà pratiquement trompé avec une autre qu'il a embrassée. Et en plus, leur relation est fondée sur la mort de leur meilleur ami, quoi. Et James la largue et se tire sur sa moto le lendemain. Bon, bah j'espère qu'il reviendra jamais, en fait. Mais je pense pas, parce que c'est Twin Peaks. Et ils reviennent toujours, hein. La mère de Norma débarque parce qu'on n'avait pas assez d'intrigue ni assez de personnages, hein, et on s'en fout en fait de cette intrigue, donc on va passer très vite. Tu sais pas, hein, s'il faut, c'est la mère de Norma qui a tiré sur Cooper. C'est clair. Ou son nouveau compagnon qui en fait était un ancien prisonnier qui était en prison avec Hank. Non mais faut arrêter là. En l'absence de Nadine, Leland devient le personnage le plus divertissant alors qu'il vient juste de tuer sa nièce. Franchement, il est génial. Et il va vraiment me manquer. Et oui, parce qu'il faut dire qu'il est arrêté à la fin de l'épisode, du 2e épisode qu'on a regardé. Et surtout, qu'il meurt.
Voilà. Est-ce que tu as des questions cette semaine ? Oui, j'ai des questions, bien sûr. Alors d'abord, quel produit de nettoyage est-ce que Leland utilise pour nettoyer sa moquette ? Parce que c'est hyper efficace. C'est vrai. Franchement, il n'y a plus une trace du meurtre. Est-ce que les cheveux crêpés, c'est génétique dans la famille de Lucie ? Crêpé, tu dis toi. Moi, je dis gaufré. Ah oui, c'est vrai. Bah les deux. Ah mais non, c'est plus gaufré en fait. Ouais, ça dépend quel type de pâtisserie tu fais le dimanche. Parce qu'on crêpe un chignon, mais on gaufre. Oui, c'est gaufré. Tu as raison, bravo. J'ai mis où est Diane ? Qui est Diane ? Et Diane ? Est-ce qu'elle existe vraiment, Diane ? Pourquoi une telle histoire d'amour entre les femmes de cette ville et les nuisettes en satin ? Cette fois-ci, on a un bel exemple avec Shelley, qui vit toujours dans cette espèce de caravane horrible et qui pourtant porte une espèce de nuisette verte alors qu'elle s'occupe de son mari grabataire. Voilà, c'est magnifique. Il continue avec cette histoire de critique gastronomique. Ah oui, c'est vrai qu'ils en parlent encore. Voilà, il faudrait arrêter en fait, je pense. Est-ce que tu as une théorie sur qui est le critique gastronomique ? Parce qu'on pensait que c'était Monsieur Tojamura, mais Monsieur Tojamura, c'est Catherine, donc... Je sais pas, moi, j'ai pas réfléchi. Ah, c'est la mère de Norma, allez. Je vais passer une semaine à réfléchir à ça et je vais avoir une théorie. Je vais me réveiller au milieu de la nuit, je vais faire... Est-ce que Lara Flynn Boyle s'est épilée la moustache ou est-ce qu'elle n'a aucun poil autour des lèvres ? Je veux savoir. Impossible. Et ils l'ont épilée, c'est sûr. Non, mais parce que c'est incroyable. N'importe qui a du duvet, en fait, au-dessus de la lèvre. Bah ouais, il y a un gros plan sur ses lèvres au moment où elle parle et il n'y a pas un poil, quoi. Moi, je trouve ça perturbant un peu. Moi, je suis admirative. Pourquoi est-ce que Donna porte des lunettes de soleil à l'intérieur ? Toujours pas compris, elle aime bien ça, mais bon... Pour l'intrigue. Oui, mais non, ça, c'est pas une bonne excuse. Je suis désolée, non. C'est juste mal écrit, quoi, mais... Oui. C'est tout. L'épisode 8 commence juste après le meurtre de Maddie et Leland pète la forme. Ouais. Il vit sa meilleure vie, il joue au golf, il chante, il danse, il refait Singing in the Rain. Enfin, vraiment, c'est génial. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu l'aimes toujours autant, même après l'avoir vu tuer sauvagement sa nièce. Je l'aime encore plus, même. Je l'adore. Non, mais il faut dire qu'il est hyper divertissant, en fait, parce que c'est pas Leland, là, c'est Bob, en fait. Et donc, il passe son temps vraiment à faire des espèces de rictus de fou. Tout en prétendant être totalement normal auprès du reste des personnages. Donc, c'est très, très divertissant. Et en plus, il est tout le temps en train de chanter, de danser. Qui n'aime pas ça, quoi ? Pour la première fois, on est vraiment dans son point de vue à lui. Et on sait quelque chose que Cooper ne sait pas. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on peut en rire, parce qu'en fait, on a un pas d'avance et on peut se détendre un peu. Tu vois, on n'a plus l'inquiétude de se demander si c'est lui ou pas. On sait que c'est lui, quoi. Oui, et puis il y a aussi le fait que, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'intrigues qui meublent. Et donc, à chaque fois qu'on retrouve Leland, c'est quand même le personnage et l'intrigue la plus intéressante. Donc, c'est très satisfaisant de regarder tout ça, quoi. Il y a cette séquence assez connue et assez folle où Leland conduit n'importe comment en chantant, la chanson que tu nous as chantée au début de cet épisode. Et Cooper et Harry le croisent et il manque de découvrir le cadavre de Maddie dans sa voiture. C'est marrant parce que moi, je trouve que c'est une scène assez ouf, mais t'as pas du tout réagi quand on l'a regardé. T'en as pensé quoi ? Mais j'aurais dû réagir comment ? Bah, je sais pas, faire des oh comme tu fais à chaque fois qu'il y a un truc un peu mais pourquoi un peu stressant. C'est drôle comme scène plutôt, non ? Tu trouves ça stressant ? Tu te dis que c'est potentiellement le moment où ils vont comprendre que c'est lui qui a tué Laura Palmer parce qu'il veut montrer à Cooper ce qu'il y a dans son coffre. J'ai pas pensé une seule seconde que ce serait ce moment-là, en fait. Ah ouais ? Bah oui, je me suis dit au contraire, parce que je me suis dit quand il a dit « je veux montrer ce qu'il y a dans mon coffre », pour moi, c'était une façon très maligne de justement ne pas du tout être suspect, parce qu'il n'a rien à cacher. Et donc, pour moi, c'était un stratagème et il allait juste tirer un de ses clubs de golf. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Non, j'ai vraiment pas cru une seule seconde que ça allait être ce moment-là. En plus, ça aurait été vraiment un anticlimax total. Donc, ouais, vraiment, j'ai pas... Clairement, c'est l'objectif de cette scène. Elle a été placée là pour qu'on se dise qu'il se rapproche, mais qu'en même temps, il s'en est fallu de peu. Ça sert limite plus à souligner le fait qu'il ne le soupçonne vraiment pas du tout à ce moment-là. Enfin, Cooper commence à avoir des petits soupçons, on sent au début de l'épisode, parce qu'il voit qu'il a un comportement erratique, ce qui était déjà le cas avant. Hein. Mais on sent quand même qu'ils ont un côté un peu bon, allez Leland, oui, t'es gentil, mais là on va partir faire la vraie enquête. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'au final, ils ont le meurtrier sous les yeux et ils vont partir faire des investigations inutiles à côté. D'ailleurs, pour une fois, on a un temps d'avance sur Cooper, on l'a dit, et ça peut être assez frustrant de savoir qui est le tueur alors que le flic qui est censé être brillant dans cette enquête ne le sait pas. On va entendre ta réaction très agacée. Mais... C'est tellement frustrant.
J'avais oublié que j'avais fait ça. Mais oui. Et en fait, parce Le problème, c'est que cette série n'est pas assez intelligente pour toi, Marie. Tu vas trop vite. Mais non. Là, pour le coup, c'est pas la question de ça. Enfin, j'adore cette série, aucun mot. Ça serait pas clair depuis le début, mais je trouve que ces 2 épisodes sont un peu moins bons. Surtout le premier épisode des 2. C'est frustrant parce que c'est toujours... Bon, déjà, je suis pas quelqu'un de très patient, il faut l'établir. Ça a été établi. Mais en fait, quand un meurtre a été résolu pour les spectateurs, en règle générale, c'est parce qu'il a été résolu par l'enquêteur. Enfin, c'est souvent ça, le trope des films policiers. C'est qu'il y a Hercule Poirot qui arrive et qui dit, ou Colombo qui dit « j'ai juste une question » et là, tu comprends que... Et c'est lui qui explique tout ce qui s'est passé. Et là, c'est pas du tout ça. On a vu le meurtre. Et maintenant, on doit suivre Cooper, qui est en train de ramer d'un côté et de l'autre, et qui comprend pas, et qui au début ne sait même pas que Maddie est morte, en fait. Donc ça rame un peu, quoi. Finalement, Cooper résout le meurtre en rassemblant tous les suspects à la taverne et en ayant une vision dans laquelle il se souvient enfin du rêve qu'il avait fait dans la saison 1 et dans lequel Laura lui murmure cette fois-ci très distinctement à l'oreille « My father killed me. » Mon père m'a tué. C'est un peu facile, non ? Oui, c'est très facile. C'est-à-dire que maintenant, il dit « j'ai tout utilisé. Les techniques d'investigation du FBI, la technique d'investigation tibétaine, telle technique. » Maintenant, la chance aussi. Oui. Et t'as envie de lui dire « oui, surtout beaucoup la chance quand même, parce que ta technique tibétaine... Et là, maintenant, tout ce qui me reste, c'est la magie. Ouais. » Et il ramène le vieillard qui, en fait, est un peu le géant, d'après ce que j'ai compris, parce qu'ils ont tous les 2 un nœud papillon et qu'ils sont toujours ensemble aux mêmes endroits. En fait, d'un coup, il se souvient que Laura lui avait dit à l'oreille pendant son rêve, et on découvre que ce rêve, elle l'avait eu elle aussi avant de mourir. En fait, elle lui avait dit « c'est mon père qui m'a tué ». On est un peu face au plus gros Deus Ex Machina de l'histoire de la fiction, quoi. Donc un Deus Ex Machina, c'est un rebondissement de dernière minute complètement invraisemblable qui vient résoudre tous les problèmes de manière très pratique. Et là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que même le truc de la magie, bon... Pourquoi pas, il y a toujours eu un peu de surnaturel dans Twin Peaks, mais là, je comprends même pas comment sa magie fonctionne. C'est-à-dire qu'ils sont juste dans la taverne et il se passe rien. Enfin, au moins qu'ils mettent de la poudre par terre comme dans Buffy, tu vois, ou qu'ils fassent un truc, qu'ils fassent un chant, je sais pas. Là, littéralement, il dit, on va compter sur la magie. Il a cette vision, tout est réglé. Il y a cette histoire de son anneau qu'il avait donné au géant, qu'il a réapparaît. Ça sert à rien, ça. Ouais, non, c'est ça. Enfin, vraiment, moi, je trouve que cette résolution... ne fonctionne pas du tout, mais je voulais savoir ce que toi, t'en avais pensé. Cette résolution est très frustrante, et surtout en comparaison avec l'épisode précédent qui était magistral à mes yeux. Là, d'un coup, on sent qu'en fait, ils ont vraiment réussi le reveal de qui c'est. Et maintenant, ils doivent un peu boucler cette intrigue. Et ils étaient, allez, qu'est-ce qu'on va faire ? Très bien, là, il va rassembler tout le monde. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé dans leur tête pour créer ça, mais ça fonctionne pas. Oui, et puis en plus, il y a cette volonté de absolument tout expliquer, alors qu'il y a plein d'éléments un peu absurdes, comme le petit homme qui danse, ou l'anneau, qui, à mon avis, n'avait pas besoin d'être intégré à la résolution du meurtre. C'est juste, ça fait partie de cet univers un peu lynchien. Et là, ils nous disent, le chewing-gum, c'était le chewing-gum préféré de Leland quand il était petit. Le petit homme qui danse dans le rêve de Cooper, Leland s'est mis à danser après avoir tué Laura. Le truc le plus perché quand même, c'est le truc sur les cheveux gris, où on nous dit depuis le début que Bob a les cheveux gris et Leland, après avoir tué Jacques Renault, a eu les cheveux gris. Déjà, il a les cheveux blancs, Leland, et pas gris. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment essayer de chercher tous les indices que tu peux pour expliquer ta résolution après coup. Ouais, et puis c'est complètement anti-lynchien par rapport à ce que je pense beaucoup de gens aiment dans l'univers de Lynch et dans Twin Peaks, qui est le fait de ne pas expliquer tout le temps, de laisser beaucoup de mystères planer. Là, cette envie de tout expliquer et de tout résoudre, de dire, voilà, ça c'est fini, et voilà pour telle et telle et telle et telle raison, pourquoi Leland était le meurtrier. Ben Horn's blood test, he's the wrong type. Harry, the answer was right in front of me from the very beginning. What did the little man do in my dream? He danced. After Laura's death, Leland danced compulsively. We were told that Bob the killer was a gray-haired man. When Leland killed Jock, his hair turned gray overnight. Leland said when he was a child, the gray-haired man who lived next door was named Robertson. Mike said the people Bob inhabited were his children. Robertson, son of Robert. The letters under the fingernails, R-O-B-T, Bob was spelling his name. A signature on a demon's self-portrait.
C'est un peu lourdingue, en fait. Et c'est un peu du reverse engineering, qui est un stratagème dont tu as déjà parlé, qui est justement le fait d'écrire à l'envers pour que tout rentre un peu dans la case telle qu'on l'avait prévu, quoi. Ouais, mais tu sens qu'en fait, là, ils ont vraiment voulu faire un policier et reprendre les codes du polar pour tout expliquer. Et on le voit même dans la façon dont c'est filmé. Il y a plein de scènes au moment de la découverte du corps de Maddie ou des choses comme ça, où c'est filmé comme un polar, alors que je trouvais pas que la série était filmée comme ça avant. Et là, c'est vraiment filmé comme un procédural de l'époque où parfois il y a des plans où ils sont tous les 4 et ils sont filmés par en bas ou des choses comme ça et un peu en biais qui sont des plans que j'associe plus justement à des policiers avec les découvertes de corps ou des choses comme ça. Et on a l'impression que là, ils sont vraiment dans la résolution de l'enquête, sauf que c'est résolu de la façon la plus perchosse de l'histoire, en fait. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est que cette résolution avec, entre guillemets, la magie, ça rend Cooper complètement passif. Comme tu le dis, on aime bien voir le policier ou l'enquêteur principal résoudre l'enquête. Et là, il la résout pas vraiment. Il a juste une vision de quelqu'un qui lui résout à sa place. Et du coup, je suis obligée de poser la question. Désolée de jeter un pavé dans la mare, mais est-ce que Cooper est un flic de merde? Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai qu'au début de la série, on établit Cooper comme un petit prodige qui a vraiment un instinct hyper développé. Il y a des moments où il est toujours censé avoir cet instinct. C'est-à-dire que, par exemple, il dit à un moment à Truman que Ben Horne, c'est pas lui qui a tué Laura. Mais on ne sait pas pourquoi il pense ça, en fait. C'est juste pour qu'on garde le champ des possibles ouvert, je pense. Et surtout, en vrai, il y avait des moyens, en fait, d'enquêter vraiment, sans utiliser la magie. Par exemple, ils ont utilisé la science, parfois, sur des scènes de crime. Ils auraient aussi pu utiliser, je sais pas, un petit peu de jugeote. Il suffisait d'observer le fait que Leland était complètement fou. Et le fait que c'est sa fille et ensuite sa nièce qui disparaissent, qu'il est la dernière personne à avoir vu sa nièce, qu'il a affirmé l'avoir ramenée à la station de bus. Tout ça, c'est très suspect. Et rien que ça, en fait, ça aurait pu les mener sur la piste de façon beaucoup plus naturelle et crédible que ce qui se passe. Est-ce que Cooper est un policier de merde au final ? Je ne pense pas. Je pense qu'il a été un peu ébloui par Twin Peaks, qui s'est vachement attaché à cette communauté et que ça lui a un peu coupé ses instincts et ses capacités d'enquêteur. C'est un petit prodige qui est très doué pour son âge, mais il est quand même très très jeune. Il est inexpérimenté. Et il a les travers de tout ça où il prétend être beaucoup plus mature qu'il ne l'est, et je pense qu'il n'est pas tant que ça au final. Et que donc, même s'il a du génie, il a peut-être pas la rigueur qui va avec, la rigueur procédurale, parce qu'en fait, vraiment, les enquêtes, c'est de la procédure aussi. Et c'est du détail et des choses comme ça, et ça, il a pas du tout. Oui, bah non, lui, justement, tout son truc, c'est que... C'est l'instinct. Ouais, voilà, il obéit pas vraiment aux règles. Et d'ailleurs, juste après avoir découvert le cadavre de Maddie, au lieu, justement, là, comme tu le dis, le premier réflexe, ce serait sans doute d'amener Leland pour un interrogatoire, parce que c'est encore une fois quelqu'un de sa famille qui a été tué. Mais Cooper dit à Harry, ne fais rien, laisse-moi 24 heures pour en finir. Et ça, t'as envie de dire, ouais, ok, mais oui, tu peux aussi prendre 24 heures pour enquêter, en fait, quoi. Oui, et puis c'est surtout, genre, ça fait 3 semaines que t'es là, mec. Enfin, et là, d'un coup, en 24 heures, ça y est, tu vas en finir. Enfin, c'est vraiment... okay. On sent la pression totale sur les scénaristes. Oui, non, mais de c'est dire, ça. Bon, bah, c'est bon, c'est fini. C'est eux. C'est eux, en fait, Cooper. C'est genre, bon, laisse-moi 24 heures, on va en finir. Tout va aller bien. C'est clair. Ramener du café et puis on va se sortir de cette intrigue. On sait pas comment. Et même, il est là. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Et c'est vraiment, t'as l'impression, en fait, c'est les scénaristes qui sont... C'est peut-être l'épisode le plus méta de Twin Peaks parce qu'on en reparlera à la fin aussi, est très méta. Donc, une fois que Cooper a compris, grâce à ce rêve, que c'était Leland, il l'enferme dans la salle d'interrogatoire du commissariat. Et là, Leland/Bob pète un câble. Il arrache sa veste, il commence à taper partout. Et puis finalement, il avoue les meurtres de Laura et Maddie. Et d'ailleurs, son côté très machiavélique pendant cette confession t'a fait, encore une fois, beaucoup rire. I suppose you want to ask him some questions, huh? Did you kill Laura Palmer? That's a yes. Encore une fois, très, très, très divertissant. Il s'appelle comment déjà, l'acteur ? Ray Wise. Ah, il est excellent, quoi. Il y va, hein. Si, justement, il n'était pas à la hauteur, ça rendrait tout tellement plus ridicule. Mais il arrive à être à la fois machiavélique, il m'a rappelé Jack Nicholson parfois dans certains de ses rires. Il arrive à être drôle, à être un peu joueur, à être hyper charismatique et très émouvant en même temps. C'est vraiment assez spectaculaire. Et à la fin, l'alarme incendie du commissariat se déclenche et Leland commence à se frapper violemment la tête contre un mur et il se blesse mortellement. On dirait qu'il reprend ses esprits, en fait, que Leland est un peu délivré de Bob et il commence à dire qu'il regrette d'avoir tué Laura.
Et Cooper le prend dans ses bras, il y a Hawk, Albert et Truman qui sont là aussi. Et en fait, Cooper essaye de l'apaiser avant sa mort. Il lui fait une sorte de prière d'inspiration un peu bouddhiste pour lui dire, voilà, tu es complet, tu es un cercle, regarde la lumière. Leland, the time has come for you to seek the path. Your soul has set you face to face with the clear light, and you are now about to experience it in its reality, wherein all things are like the void and cloudless sky, and the naked, spotless intellect is like a transparent vacuum, without circumference or center. Leland, in this moment, know yourself, and abide in that state. Cette scène t'a beaucoup ému, tu as pleuré pendant cette scène. C'est vrai. Pourquoi t'étais aussi ému à ton avis ? Déjà, j'allais avoir mes règles. Mais ça n'est pas juste la seule raison. J'ai pas mal de réserves par rapport à cette scène et cette résolution, mais je trouve que l'acte de compassion de Cooper est extrêmement émouvant. Enfin, la gentillesse en général et la compassion, c'est des qualités qui m'émeuvent beaucoup, surtout dans les films ou dans la littérature. Par exemple, quand Sam suit Frodon et qu'il lui dit « On m'a dit de pas vous lâcher, je suis là pour vous toujours », je pleure. Il y a vraiment cette espèce de compassion absolue qu'a Cooper parce qu'il est face à quelqu'un qui a tué sa fille, a tué sa nièce, les a violées, a tué une autre fille, c'est un serial killer. Mais en fait, ce qu'on est censé comprendre dans cette scène, c'est que Leland et Bob étaient deux entités différentes. Même si on ne sait pas si c'est un démon, une autre personnalité, une maladie mentale, on va en discuter, mais Leland, quand on le voit à la fin, celui qui parle à Cooper, n'est pas celui qui a fait ça. Il a subi ses crimes. C'est ça qui est sous-entendu. Donc, je trouve que la compassion de Cooper et l'acte, le fait qu'il apaise Leland parce qu'il comprend qu'il va mourir, le fait qu'il lui permette de partir en paix, c'est ça que je trouve mais bouleversant et très, très, très beau. Ouais. C'est pas le côté, parce que Leland est là, je la vois, elle est belle, Laura, j'étais un peu genre, ok mec, enfin bon, tu l'as quand même tué. Violée et tuée. Cooper, dans ce moment-là, je trouve son attitude juste super belle et pure, quoi. J'aime tellement Cooper. Oh, quelle échoupille. Mais non, mais c'est vrai, je trouve ça vraiment très beau. Cette scène est très très belle, je trouve que c'est la plus réussie des deux clairement. épisodes qu'on a vus, avec justement l'eau des extincteurs de fumée qui coule, et il y a un peu... Enfin, il y a une symbolique hyper forte parce que c'est la purification de Leland, justement, comme s'il se nettoyait de ses péchés avant de mourir. Et en plus, il y a tout le poème Fire Walk With Me. Through the dark of futures past, a magician longs to see one chance out between two worlds. Fire! Walk with me! Qui représente un peu la possession, quoi, ou le mal avec lequel Leland a marché main dans la main depuis des années et des années. Et là, il y a un extincteur, quoi. Donc, le feu est éteint par l'eau. Donc, il y a quelque chose de très, très beau dans cette scène. Et c'est vrai que... elle est émouvante alors qu'on ne devrait pas forcément être ému par le fait que 2 épisodes avant, on l'a vu massacrer quelqu'un. Et là, encore une fois, Ray Wise est très, très bon. Et c'est quoi ta théorie, tu disais ? Ma théorie, en fait, c'est qu'il y a Bob dans le poème sur Fire Walk With Me, il dit « I will kill again! » Je tuerai encore. Et en fait, on pense à ce moment-là que ça veut dire qu'il va posséder d'autres corps et tuer encore. Et moi, je pense qu'en fait, la personne qui tue encore, c'est Leland. Parce que juste après, il tue Leland. Enfin, il se jette contre le mur et j'ai l'impression que c'est un acte à la fois. On peut penser que c'est Leland lui-même qui fait ça parce qu'il a compris, mais ça peut être aussi Bob qui décide de tuer son hôte, quoi. À un moment, il dit Leland ne me sert plus à rien, il est plein de trous et je vais bientôt lâcher cette enveloppe, quoi. Le meurtrier de Laura et Maddie est donc mort et nous, on se retrouve face à plusieurs questions. Est-ce que Bob était une entité maléfique ou démoniaque qui existe vraiment, ou est-ce que c'est juste une sorte d'allégorie qui permet de représenter le mal absolu ou qui est un symbole, par exemple, de l'inceste ou du meurtre ? Est-ce que Laura a été tuée par un démon nommé Bob ou par son père Leland ou par les deux ? C'est des débats qui ont animé vraiment tous les fans de Twin Peaks pendant très longtemps. Marie, t'en penses quoi ? Je pense que Leland avait un problème de santé mentale. Après, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a une scène, justement, la scène finale, c'est la scène où Cooper, Harry Truman, Albert et Hawk discutent des théories. C'est un moment très méta où chacun représente un peu une théorie, j'imagine, de fans. Donc, il y en a un qui dit que c'est un démon, l'autre que c'est un problème de santé mentale. Et par exemple, Harry, à un moment, dit... I've lived in these old woods most of my life. Seen some strange things, but this is way off the map. I'm having a hard time believing. J'ai vu beaucoup de choses dans ces bois, mais j'ai quand même du mal à croire ça.
Cooper lui répond « Harry, is it easier to believe a man would rape and murder his own daughter? Any more comforting? Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à croire que ce soit un démon ou qu'il ait pu violer et tuer sa fille ?» C'est puissant quand il dit ça, et surtout vu le contexte, mais en même temps, la triste vérité, c'est que le plus crédible, c'est qu'il ait violé et tué sa fille. C'est pas que ce soit un démon. Et ce qui m'a un peu dérangée, en fait, dans la façon dont on résout ce crime et dans la façon dont on présente Leland, c'est-à-dire que quoi que ce soit, il n'y a pas de scénario où c'est juste Leland qui a fait ça. C'est-à-dire que c'est Leland qui est malade ou c'est Leland qui est possédé, mais c'est pas Leland, le père de Laura, qui a violé et tué Laura. Sauf que dans les affaires d'inceste et dans les affaires de meurtre, en général, et de féminicide, c'est le père ou c'est le mari. C'est pas quelqu'un qui est possédé par un démon et c'est pas quelqu'un qui est schizophrène en règle générale. Et je trouve ça un peu facile, justement, de transformer quelque chose qui est très réel et qui est une violence très réelle des hommes contre les femmes en une espèce de phénomène monstrueux et démoniaque. Je trouve ça un peu facile comme résolution, et surtout quand c'est 4 hommes qui discutent de ça, en fait, dans la scène. Ça m'a un peu dérangée. Et je dis ça tout en disant que j'ai pleuré à chaudes larmes devant la scène de Leland qui est en train de mourir. Parce qu'encore une fois, si c'est le cas, s'il est possédé, oui, c'est très émouvant, le fait qu'on lui accorde cette compassion et cette paix. Mais en même temps, on se retrouve dans une scène où plusieurs hommes accordent leur compassion et leur pardon à un homme qui a abusé et tué des femmes parce qu'il était possédé par un monstre, quoi. Sauf que, dans la réalité, c'est pas comme ça. Je pense qu'on peut être ému par Leland et par sa mort, même si ce n'était que lui, entre guillemets, qui avait tué Laura et Maddie, parce que justement, pour moi, c'est ça qui est le plus complexe, c'est que, effectivement, c'est pas un monstre, c'est un être humain, et c'est ça qui rend la question de l'inceste ou du viol tellement compliquée, même encore aujourd'hui, pour plein de personnes, c'est que beaucoup de gens imaginent que ces actes-là ne sont commis que par des monstres. Or, des monstres, on n'en connaît pas beaucoup autour de nous. Par contre, des violeurs et des personnes qui ont commis un inceste, ça arrive beaucoup plus souvent d'en croiser, en fait, parce que c'est des personnes normales et humaines. Et je pense que la série, malheureusement, a un peu reculé face à ça, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec un meurtrier qui a aussi commis un inceste, et on sent que là, ils sont pas encore vraiment prêts à affronter tout ce que ça signifie. Et donc, cette excuse de Bob, pour moi, effectivement, comme tu le dis, c'est assez facile. Ça permet aux téléspectateurs de digérer beaucoup mieux tout ce qui s'est passé. Parce que sinon, c'est d'une horreur absolue, mais en même temps, c'est d'une horreur absolue. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut le confronter aussi. Et je pense que cette réaction-là et cette manière de tourner l'intrigue illustre parfaitement ces dialogues qu'on va encore avoir aujourd'hui sur un Weinstein ou quelque chose comme ça, où on va essayer de séparer les hommes en monstres et hommes normaux ou hommes bien. Alors qu'en fait, il y en a peut-être quelques-unes, des personnes très monstrueuses dans l'histoire du monde, mais en vrai, la plupart des gens, c'est des personnes humaines, quoi. Et c'est beaucoup plus difficile d'affronter ça, mais en vrai, ça peut être quelqu'un de très charismatique et de très sympa et de très touchant, comme Leland, qui a commis des actes monstrueux, mais qui lui-même reste un être humain. Là où la série se dédouane un peu, c'est justement quand elle dit que c'est parce qu'il était possédé ou quelque chose comme ça. Mais ce que j'ai bien aimé, en fait, pour moi, la résolution que je trouve la plus satisfaisante dans les options qu'il propose dans cette scène, c'est celle d'Albert. De toute façon, Albert, c'est... c'est ton number one. King suprême, quoi. Mais c'est quand il dit... Maybe that's all Bob is. The evil that men do. Maybe it doesn't matter what we call it. Maybe not. Bob est peut-être juste l'incarnation du mal que font les hommes. Et ça, pour moi, oui, symboliquement, c'est ça qu'il incarne. Et c'est fort quand il dit ça, et je trouve que ça fonctionne. Mais en même temps, c'est un peu facile. Ils affrontent pas directement, ils ne confrontent pas la laideur absolue des actes qui ont été commis, quoi. En même temps, heureusement, parce que en regardant ça m'aurait un peu déprimée, quoi. Donc, je suis pas mécontente. J'ai beaucoup rigolé devant Leland qui faisait ha 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 ou des trucs comme ça, ou qui dansait. J'aurais pas rigolé si on avait fait de façon beaucoup plus frontale, mais en même temps, je trouve ça un peu facile et surtout un petit peu dérangeant, vu la composition du casting et aussi vu le fait que c'est écrit par des hommes, quoi. Non, je suis d'accord. Après, je pense aussi que le fait que tout ça soit sorti en 1990, c'est fou à quel point c'est précurseur, parce que justement, même encore aujourd'hui, des séries, des intrigues d'une telle noirceur, il y en a un petit peu plus, mais il y en a pas beaucoup. Et donc, eux, ils étaient déjà, il y a 30 ans, en train d'essayer de confronter un truc très, très sombre. Et je peux excuser le fait qu'ils aient pas réussi à totalement s'emparer d'un sujet aussi dark. Tu m'as dit avant de venir que tu voulais pousser un petit coup de gueule. Oui, et c'était pas ce que je viens juste de faire. En vrai, j'ai un autre coup de gueule et c'est lié à ça. C'est-à-dire que j'ai un petit problème avec l'évolution des personnages féminins dans la série.
Surtout sur ces derniers épisodes. Enfin, depuis la saison 2, en fait. Je trouvais que dans la saison 1, déjà, j'avais parlé un peu du fait que j'aimais beaucoup Audrey parce que c'était la seule qui semblait avoir beaucoup d'autonomie, d'indépendance et qui dépendait pas trop des hommes autour d'elle. Ça a complètement changé dans la saison 2. Elle est très passive. On ne la voit que dans des scènes où elle est en train de faire les yeux doux à Cooper, d'avoir besoin de sa protection, en fait, et de son approbation. Elle est devenue une amoureuse, alors qu'avant, elle était une pin-up un peu, mais très indépendante qui menait sa propre enquête. Mais là, vraiment, toutes les femmes, en fait, sont des victimes, sont passives. Donna se fait presque tuer et agresser par Leland, et après, elle est en train de pleurer en disant « Non, James, pars pas, pars pas ». Norma, elle est malmenée par sa mère et elle est complètement embobinée par son connard d'ex-mari. Shelley, elle est réduite à être la garde-malade d'un homme qui l'a frappée et elle vit avec un mec qui est, franchement, j'aime bien Bobby, mais il est bidon, quoi. Et vraiment, il n'y a aucune femme, il n'y a aucun personnage... Il n'y a aucun personnage féminin, là, en ce moment dans la série, qui soit... Il y a Catherine. Ouais, mais même Catherine, elle est dans un espèce de cliché de vengeance. Toutes ces histoires sont par rapport aux hommes qui l'entourent, en fait. Et puis, en plus de ça, je trouve que la série tombe très souvent dans des espèces d'images d'Épinal, de représentations qui s'inspirent d'espèces de visions un peu mythologiques de la femme. Donc, on a eu Audrey en princesse. Là, on a Lucie qui, à un moment, a un bébé dans les bras et le bébé est entouré de bleu et on dirait la figure de la maternité. En plus, le bleu, c'était la couleur de la Vierge dans toutes les représentations iconographiques, donc ça rappelle vraiment ça. Il y a vraiment un truc où on transforme les femmes en des espèces d'images un peu figées et elles n'ont pas de personnalité propre. Enfin, moi, ça me dérange de plus en plus dans la série et j'espère que ça va changer. Ce que tu sens là, c'est déjà le départ plus ou moins de Lynch, qui est de moins en moins présent sur cette saison 2, qui était déjà de moins en moins sur la saison 1. Et là, en fait, il est en train de gagner la Palme d'Or à Cannes. Enfin, Twin Peaks, il s'en tape un peu. Et même Mark Frost n'est plus tellement là, on va le voir dans les scénaristes. Et on sent, Sofiane l'avait déjà dit, que les scénaristes essaient de reproduire un peu la magie de la saison 1, mais que ça tombe souvent à plat. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et sur cette vision un peu idéalisée de la femme. C'est intéressant que tu dises ça parce que je voulais faire un petit point sur le rapport de Lynch et Frost à la violence sexiste, puisque tu l'auras compris, c'est la plus grande thématique de Twin Peaks à l'heure actuelle. Mark Frost, il n'en était pas à son premier script sur le sujet des violences parce qu'on l'avait dit, il avait travaillé auparavant comme scénariste sur la série policière Hill Street Blues. Et le premier épisode qu'il a écrit pour cette série est dédié à une actrice, Dominique Dunn, qui, dans cet épisode, joue une victime de violences domestiques. Et elle était victime elle-même de violences domestiques, cette actrice. Peu de temps après le tournage de cet épisode, elle a été tuée par son petit ami. Et c'est pour ça que l'épisode lui rend hommage. Et quand Mark Frost est revenu quelques épisodes plus tard pour être de nouveau scénariste, ce volet-là parlait d'une autre jeune femme victime de violences domestiques qui va voir la police parce qu'elle a peur que son ex abusif s'en prenne à elle. Au final, rien n'est fait pour la protéger et elle est effectivement tuée. Mark Frost, déjà des années avant Twin Peaks, avait un petit peu travaillé sur le sujet et ça se sent quand même, je trouve, dans la représentation dans Twin Peaks de ces violences-là. En ce qui concerne David Lynch, pour le coup, la violence envers les femmes est partout dans ses films. On en a déjà parlé. Moi, je trouve qu'il fait partie des meilleurs réalisateurs, en fait, sur ce sujet, parce que la manière dont il filme ces violences est toujours extrêmement dérangeante, extrêmement brutale, et je pense que c'est pas une mauvaise chose, parce que en fait, il est à la hauteur du sujet. Il n'y a pas de voyeurisme, forcément, mais il n'y a pas non plus d'évitement. Il essaie pas de fausse pudeur, quoi. Voilà, ou de nous dire, d'atténuer le sujet en mode c'est une histoire passionnelle, c'est juste un amour un peu fou. Et donc ça, honnêtement, c'est tout à son honneur. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lynch a aussi une vraie fascination pour les femmes. C'est souvent des femmes qui portent ses films, souvent des femmes sublimes. Et lui-même, dans sa vie personnelle, il a été marié 4 fois. Il a été très infidèle, ça a été très bien documenté. Il est sorti avec notamment Isabella Rossellini, une de ses actrices. Et ses ex-femmes racontent qu'il était tout le temps entouré de meufs, qu'il était like catnip to women, donc comme de l'herbe à chat pour les femmes. Il y a une histoire où il était aux Oscars, il a embrassé Elizabeth Taylor parce qu'il l'a trouvée magnifique, il est allé l'embrasser, voilà. Un peu problématique. Il a une image de coureur de jupons qui peut être un peu dérangeante, honnêtement. Enfin, moi, quand j'ai lu sa dernière autobiographie, toutes ces anecdotes comme ça, j'étais là, oh là là. C'est marrant parce que toutes ces actrices le vénèrent et disent qu'il est super avec les femmes. Mais ce côté, j'adore les femmes, les femmes, qu'est-ce qu'elles sont belles, et c'est elles qui vont apporter la paix dans le monde. Enfin, vraiment, il a plein de citations comme ça. Ça peut être légèrement dérangeant, parce que déjà, c'est un petit peu essentialiste, un petit peu fétichiste, et ça peut être difficile à concilier avec son portrait très réaliste et très brutal et très juste, je trouve, des violences sexistes.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Lynch a été marqué très tôt dans son enfance par une scène qui est déterminante, à mon avis, pour comprendre tout ça et toute son œuvre. Quand il était enfant, il était en train de jouer dans la rue la nuit avec son frère. Il faisait très sombre et d'un coup, il a vu une femme arriver au bout de la rue, la bouche en sang et complètement nue. Elle était très amochée. C'était sans doute une voisine qui venait d'échapper en fait à un homme violent. Et c'est un souvenir dont Lynch a parlé plusieurs fois. Et dans sa biographie, il dit qu'il était fasciné par cette femme. Il dit « Je me souviens que sa peau avait la même couleur que le lait. Et même si elle était traumatisée, elle était magnifique. » Ce qui est intéressant, c'est qu'il était enfant, quoi. Et il avait sans doute jamais vu de femme nue. Et on peut penser qu'un de ses premiers émois sexuels est aussi imprégné de violence. Je pense que ça explique beaucoup. Et de manière générale, il a grandi dans l'Idaho, à Boise, dans les années 50. C'est une époque qu'on retrouve dans toute sa filmographie, ce côté très calme, avec les palissades blanches et les tartes à la cerise. Ah, mais en fait, il est du coin où se passe Twin Peaks aussi. C'est ça qui est intéressant. Ouais, il n'est pas resté très longtemps, mais il a passé le début de son enfance là-bas. Et donc, il y a ce côté très idéalisé de cette période des 50s. Mais il dit lui-même qu'il savait déjà à l'époque, qu'il percevait que derrière ce côté très calme, justement derrière les fenêtres et les portes de son voisinage, il se passait sans doute des choses pas forcément parfaites. Et notamment quand il a eu cette apparition de cette femme quand il était jeune, il a réalisé que c'est pas parce que tu vis dans une petite bourgade parfaite que tout va bien. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple de cette dichotomie ou cette contradiction que Twin Peaks et la figure de Laura Palmer, qui est censée être la fille parfaite dans sa super maison avec ses parents parfaits, qui en fait était victime d'inceste. Oui, et puis même la figure de Leland, qui était censée être le père parfait américain et qui en fait est et toute la perversion des 50s et de cette Amérique traditionnelle parfaite, on en a déjà parlé, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans sa filmographie. Et pour moi, on peut trouver l'origine de tout ça dans l'enfance de David Lynch, où il a été très 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 marqué par cet événement, mais aussi juste par cette enfance qui était un peu boring et en même temps où il sentait que derrière l'ennui, il se passait quelque chose d'autre. Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé dans tout ça, qui était pourtant présente pendant la scène du meurtre, c'est Sarah Palmer. Marie, tu avais une théorie hilarante sur le rôle de Sarah Palmer dans toute cette histoire. Je pense que c'est Bobette, quoi. C'est-à-dire, il y a Bob. Et puis il y a Bobette, parce que je sais pas, mais Sarah Palmer, le lendemain matin, elle est tranquille. Elle vient d'assister au meurtre de sa nièce. Le mec, il a récuré la moquette toute la nuit pour cacher, il a fourré le corps de sa nièce dans son sac de golf. Et le lendemain matin, il y a Sarah Palmer qui est en train de descendre les escaliers tranquille. En vrai, je me dis, il a dû la droguer. Mais je me suis demandé si peut-être que c'était Bobette qui a été témoin du meurtre. Et qu'elle va reprendre le flambeau. Et que, du coup, toute la deuxième moitié de la saison 2, c'est Bobette qui tue des gens. Voilà. Non, mais en vrai, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je pense qu'elle était en déni total de la situation. Et oui, ça va être intéressant d'explorer ça. Une des raisons pour lesquelles je suis hyper émue à chaque fois dans la scène de l'enterrement de Laura au tout début, et notamment quand Bobby se met à hurler, on savait tous qu'elle avait des problèmes et on n'a rien fait. C'est justement parce que quand on sait que un de ses problèmes, c'était qu'elle était victime d'inceste, c'est très fréquent en fait justement dans ce genre de situation qu'il y a un tabou tellement total qu'en fait les gens soit sont carrément au courant, soit se doutent ou sentent qu'il y a quelque chose, ou voient des signes et préfèrent ignorer totalement le sujet parce que l'inceste reste un des tabous suprêmes, et que c'est plus facile de détourner le regard. Et donc cette scène m'a toujours beaucoup émue à cause de ça, parce qu'en fait tu te dis que Bobby, pareil, peut-être qu'il savait pas précisément ce qui se passait, mais il sait que d'une certaine manière toute la ville était complice de ce qui arrivait à Laura. L'épisode 9, le dernier qu'on a vu, se conclut sur une scène très mystérieuse. Tout à fait. Où on a une espèce de caméra subjective, où on avance très rapidement dans les bois, on ne sait pas de quel point de vue on est, et on passe devant une voiture accidentée, et après juste on va dans les bois, sous les troncs, et il y a une grande lumière à la fin qui apparaît, et un hibou qui arrive, et freeze frame, et l'épisode s'arrête comme ça. Petit moment théorie du complot, Marie, à ton avis, que signifie cette scène finale ? Oui, cette scène m'a beaucoup interpellée, parce que je me suis demandé pourquoi. Pourquoi on voit une voiture accidentée ? Pourquoi on est dans les bois ? On dirait un peu la première scène de Twilight, où il y a un chevreuil qui est pourchassé. Je ne sais pas, je pense peut-être que c'est Bob qui s'est réveillé au milieu des bois et qui cherche une nouvelle personne à posséder. Ou peut-être que c'est James qui était en moto et qui s'est pris la voiture de quelqu'un d'autre, et j'espère que c'est ça. Voilà. Ce qui était marrant, c'est que dès qu'on a vu l'épisode, t'as dit « mais qui a eu un accident de voiture ?» quoi. Et du coup, tu penses que c'est James ? Peut-être Sarah Palmer. Ce serait une façon très facile d'éliminer Bobette et cette partie de l'intrigue.
Qui ça pourrait être d'autre? Non, je sais pas qui peut avoir, mais il y a quelqu'un qui a eu un accident de voiture, de toute évidence. Sinon, c'est très, très, très étrange de montrer ça quand même. Hein. Enfin, vraiment, je dois dire, là, on atteint des nouveaux niveaux d'étrangeté. Ok, pire que les aliens, Ouais. l'accident de voiture. Moi, ma théorie, c'est que effectivement, Bob rentre chez lui, dans les bois, et qu'il va... Trouver un cadavre dans lequel s'intégrer. Ouais, il va posséder quelqu'un. Ok, super. Et mon autre théorie, c'est que les scénaristes essayent de trouver un moyen de poursuivre l'intrigue de cette série. Maintenant que le meurtre a été résolu, et ils se disent il faut absolument qu'on garde une espèce de petit mystère surnaturel, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire pendant 13 épisodes? Next, dans Twin Peaks, un ours polaire. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ce que je voulais te demander, Marie, puisque le mystère de la série a été résolu, le plus grand mystère, et il nous reste 13 épisodes. Si tu étais scénariste de Twin Peaks, tu prendrais quelle direction? Quelle direction moi je prendrais? Très clairement, ce serait une histoire d'amour entre Cooper et Audrey. Je me tape du reste. J'aimerais bien que Donna prenne un peu en indépendance, tu vois. Donc, j'aimerais bien qu'elle devienne un peu une working girl et tout ça, et qu'elle se détache complètement des hommes de sa vie, pour une fois. Et que les femmes s'allient pour dire aux hommes de se la fermer, mais quand même que Cooper reste au centre parce qu'il est tellement mignon, et Albert aussi. Il y a quand même quelque chose, en fait, qui est intéressant, mais je pense pas que c'est la voie vers laquelle ils vont aller, mais ce serait très intéressant d'étudier un peu les retombées d'un tel drame, d'une telle tragédie et d'une telle révélation sur une petite communauté comme ça, parce que c'est quand même un de leurs membres exemplaires qui a violé et tué sa fille et sa nièce. Donc tu penses que la meilleure solution pour les scénaristes, pour se sortir de cette situation un peu impossible, c'est d'explorer les retombées sur la communauté de ces meurtres? Oui, je pense que maintenant la série devrait se transformer en drame psychologique façon The Leftovers et explorer le deuil, ce que ça fait à une communauté qui est censée représenter l'Amérique idéale, d'avoir été gangrénée par le mal, en fait, un peu. C'est comme ça qu'il est représenté aussi, et d'avoir été envahi par quelque chose de monstrueux. Ça serait intéressant. Bon, de toute façon, au final, tu t'en fous de tout ça. Parce que tu l'as dit, la seule chose qui t'intéresse, c'est Audrey et Cooper. Même quand il ne se passe absolument rien dans leur scène, t'es quand même à donf. Je dois dire que c'est la seule chose qui me nourrit, qui nourrit mon âme et nourrit mon cœur en ce moment. Et c'est vrai que dans ces 2 épisodes, il ne s'est pas passé grand-chose, mais il s'est passé plus que dans les 4 premiers épisodes de cette saison où il ne se voyait pas parce qu'elle était enfermée et qu'il n'en avait rien à faire. Et là, enfin, il se voit dans la chambre et surtout, il est un peu torse nu. Enfin, il est carrément torse nu. Et il met une chemise quand il la voit et il est en train de se boutonner la chemise. Enfin, vraiment, Kyle MacLachlan, là, je suis amoureuse. Ah non, parce qu'il est très beau. Et vraiment, le côté, justement... je suis torse nu, mais je remets ma chemise parce que je respecte. Et puis après, le fait qu'il ait tellement de compassion à la fin et qu'en plus, il ait une espèce de spiritualité aussi, je trouve ça hyper beau. Et du coup, je suis folle de lui. J'ai dit tout à l'heure sur Audrey que je trouvais son évolution frustrante, et je la trouve toujours frustrante, mais quand même, elle est très touchante. Elle est très amoureuse de Cooper et c'est assez évident. Et donc, j'ai bien aimé. Cooper et Audrey. Et on est de retour sur le... ils m'ont... j'étais deprived pendant C'est vrai. des épisodes et des épisodes, là. Et là, la tension était à son comble. Hein. Ouais. Un peu, quand même. Oui, c'est son... Attends, il se tourne un petit peu autour, quand même. Oui. Enfin, elle le chauffe clairement. Elle est amoureuse de lui. Oui. Et lui, Oui, je dirais pas qu'elle le chauffe, mais elle est... Non, elle est amoureuse de lui, quoi. Et tu sens qu'il a des sentiments, mais qu'il doit rester dans son rôle d'autorité. Bon, clairement, je suis dans une réalité parallèle où, en fait, Twin Peaks, il se passe rien dans cette scène. C'est vraiment genre la surinterprétation de ouf. Twin Peaks, c'est en fait un roman d'amour que je m'invente entre Cooper et Audrey. Voilà. Pauvre Marie. Tu penses que la fin de la saison 2, genre le final de Twin Peaks, c'est eux qui s'embrassent? Putain, j'espère. Hein. Ce serait pas très bon ni pour l'un ni pour l'autre, mais j'ai tellement envie. Le MVP, pour rappel, le MVP, c'est la personne qui a un peu gagné nos cœurs dans cet épisode, ou en tout cas qui a gagné ces épisodes. Voilà, ça veut dire Most Valuable Player, et c'est un terme de basket et de sport américain en général, et c'est un peu le titre qu'on donne aux meilleurs joueurs à la fin. C'est Michael Jordan, généralement, quoi. Ouais, voilà. Le seul basketteur qu'on connaît. Non, c'est pas vrai un peu. Qui est le Michael Jordan de Twin Peaks cette semaine, Marie? Alors, pour moi, c'est Senior Drill Cup, donc le vieux avec son nœud papillon qui travaille à l'hôtel, qui était déjà réapparu dans l'épisode précédent où il disait qu'il était désolé à Cooper.
Et là, on le revoit et on comprend en fait que c'est sûrement qu'il a un lien vraiment très clair avec le géant, parce qu'à chaque fois qu'on a vu le géant, on l'a vu aussi, et qu'ils ont tous les deux donc un nœud papillon. Et puis surtout, il est trop choupi parce qu'il est vieux et il est tellement gentil. Et toi, Anaïs, ton MVP, c'est qui ? Moi, mon MVP, c'est Jerry, le frère de Ben. Parce que vraiment, tout ce qui sort de sa bouche est incroyable dans cet épisode, parce qu'en gros, il devient l'avocat de Ben, sauf qu'il est arrivé dernier de sa fac, il a passé le barreau 3 fois avant de l'avoir, et il a été radié dans plusieurs états, enfin, c'est le pire avocat du monde. T'as les flics qui montrent le journal de Laura Palmer à Ben, et il lui dit, à votre avis, c'est quoi ? Et t'as Jerry qui chuchote dans son oreille un livre pour lui dire quoi dire. Et Ben répond un livre. Et vraiment, les deux, je les adore. Et après, il lui dit ton alibi est carbonisé. Son alibi, c'est Catherine. Et plus tard, il lui dit en tant que ton avocat, ton ami et ton frère, je te suggère très fortement d'embaucher un autre avocat. Je le trouve génialissime. Il me fait trop rire. Et j'ai un autre MVP, c'est le sperme d'Andy. Ah oui, c'est vrai. Qui, après tous ces épisodes, continue de garder une place de choix dans l'intrigue. Et j'ai envie de dire vraiment bravo, parce que littéralement, pendant que Leland est en train de mourir, on coupe vers la discussion entre Lucy, Andy et Dick Tremaine. Oui, mais en fait, ils ont énormément d'importance dans l'intrigue. Oui, avec la fumée. Déjà, c'est à cause d'eux que l'interrupteur se déclenche très facilement, parce qu'ils ont déconcentré le mec qui était en train de l'installer avec leurs histoires de couple. Tout à fait. Et ensuite, c'est Tremaine qui est en train de fumer qui déclenche le détecteur, et c'est ça qui fait qu'il pleut à l'intérieur, et pour la scène finale où Leland meurt. Donc vraiment, merci le sperme d'Andy voilà. pour tous ces rebondissements. La meilleure réplique, il y en a énormément, je trouve, dans ces épisodes. Donc, ah bon moi, j'en avais pas tant que ça. Ah ouais J'en ai noté une, c'est la sœur de Lucy. Elle est tout le temps en train d'écouter, de participer à la conversation entre Lucy et Andy. Et elle parle du fait qu'elle a eu un garçon, et elle dit « My God, just what the world needs. Another sperm gun running around loose. Right? Women beware. » Mon Dieu, c'est tout ce dont le monde a besoin, une autre mitraillette à sperme qui se balade partout. Voilà, j'ai trouvé ça assez drôle. Et toi, c'était quoi ? Du coup, j'en ai plein, parce que je pensais que tu dirais une des miennes, mais déjà, quand la sœur de Lucy rencontre Hawk et qu'elle l'appelle Eagle Eye, et qu'après, elle lui dit « Ah, vraiment, vous devez détester tous les Blancs avec tout ce qu'on vous a fait. » Et il lui répond « Certains de mes meilleurs amis sont Blancs. » Et j'ai trouvé l'inversion assez rigolote. Vraiment, pour moi, la meilleure réplique, c'est Jerry qui, à un moment, en regardant Mike le manchot, dit « Sheriff, no offense, but clearly this man's stairs do not reach the attic. » C'est vrai, j'avais oublié. Les escaliers de cet homme n'atteignent pas le grenier, c'est absolument fabuleux. Il y a aussi quand Ben dit « Would you like us to hum ?» quand ils sont tous réunis à la taverne. Ah oui, ça c'est très drôle. Il dit « Est-ce que vous voulez qu'on se mette tous à chantonner ?» Un chanty-bétain peut-être. Ouais, voilà. Non, et puis le j'en ai marre du mumbo-jumbo, des géants, des nains, de Harry aussi, c'est très très drôle. Non, franchement, je trouve que pour une série d'épisodes qui sont honnêtement pas terribles, ils avaient quand même pas mal de répliques oui, bien, en marrantes. vrai, même dans des épisodes pas terribles, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Enfin, je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder la série. Pour l'instant. Mais arrête de dire ça, elle est toujours en train... Tu veux pas te jinxer, donc tu fais que prédire que je vais pas aimer, quoi. Écoute, si tu adores ce qui arrive, j'en serais ravie. On va passer aux prédictions. Maintenant que le plus gros mystère de la série, voire de l'histoire de la télé, a été résolu, à ton avis, que va-t-il se passer dans les prochains épisodes et où est-ce que la série va aller ? Malheureusement, je pense que la série va aller vers Tojamura et Ben Horn, et Bobby qui veut arnaquer Ben Horn pour avoir de l'argent, James qui est sur sa moto quelque part, Donna qui est en dep parce qu'elle a perdu le mec le plus boring de l'histoire, Sarah Palmer qui va, je l'espère, découvrir que son mari était un meurtrier, et peut-être qu'on va voir comment elle confronte tout ça. Sinon, qu'est-ce qui va se passer d'autre ? Apparemment, il y a un développement avec le mec de la mère de Norma. Non mais là, on va loin quand même. Enfin, c'est juste... Et lui, c'est un arnaqueur, elle pense qu'il travaille dans la finance, mais en fait, pas du tout. Et je pense qu'on va creuser le truc sur l'ancien partenaire de Cooper. Après, et j'espère qu'il va y avoir plus de scènes entre Cooper et Audrey, et j'espère qu'Audrey va retrouver un peu de sa grandeur. En plus, on n'a pas vu comment elle s'est sevrée, par exemple, de la drogue. Elle a pris de l'héroïne quand même, c'est pas rien. Hein. C'est vrai. Et maintenant, en plus, elle est habillée comme une souillon, je suis désolée. Avec son gros pull marron horrible. En fait, j'allais dire, c'est ça la manière dont il montre qu'elle s'est sevrée, en fait. C'est-à-dire que depuis qu'elle est rentrée du casino, il la montre tout le temps un peu, tu vois, on dirait qu'elle sort du lit, quoi, parce que je pense qu'elle est... horrible. Non, mais même sa coiffure, rien ne va. Elle est tellement belle, vraiment, rendez du justice un peu. Elle a encore 13 épisodes pour rebondir, et pour se coiffer, donc on lui souhaite.
Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira les épisodes 10, 11 et 12 de la saison 2 de Twin Peaks et j'ai très hâte de voir ce que tu vas en penser, Marie. Tu me fais peur, tu me fais tellement peur. Que la force soit avec toi. Waouh. Mon Dieu. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Le dernier épisode parle de Succession, et franchement, il était pas mal. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, n'oubliez pas que tous les gens qui jouent au golf sont des psychopathes. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Marie, est-ce que tu as des notes ? Alors déjà, ma première note, c'est un extrait où je parle d'Albert. Franchement, il est pas mal aussi. Enfin, dans le genre dégarni, mais il a la classe, quoi. Ouais, c'est ça, il a la classe. Parce qu'il a un visage intelligent, contrairement à Sheriff Truman qui est vraiment un beau bonnet, quoi. C'est clair. Franchement, Albert, moi, quand il veut, où il veut, il n'y a pas de problème. En fait, le truc, c'est que je trouve que si le mec a un air intelligent et gentil, et c'est le cas d'Albert, il me plaît, quoi. Mais c'est marrant parce que justement, j'ai noté dans mes notes qu'Albert, il est passé de Mean Girl à 7 ans au Tibet, real quick, quoi. Enfin, c'est vraiment... Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Il a un bon swing, Leland. Enfin, l'acteur devait faire du golf en dehors parce que vraiment, une forme parfaite. Ah oui, dans la catégorie coup de gueule sur les femmes de la série, il y a quand même toute la séquence sur la meuf qui danse avec la lampe torche, là, dont parlent Ben et Jerry. Je sais que tu aimes bien cette séquence. J'adore cette séquence. Pour moi, c'est tellement du meublage déjà. Et en plus, vraiment, c'est 2 ados qui sont en train de regarder Gaga, une femme sans visage, bouger devant eux. Le problème, c'est que c'est juste une accumulation de plein de trucs. Où au bout d'un moment, j'en ai marre, en fait, que les femmes soient juste des espèces de figures idéalisées et un peu vues tout le temps à travers la vision des hommes de la série, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette séquence, même si je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, mais j'adore la musique et je trouve que c'est encore une tentative de faire un truc un peu lynchien qui dure beaucoup trop longtemps. Mais ça fonctionne très bien sur moi, le côté nostalgique en fait de 2 gamins, surtout Ben et Jerry qui sont vraiment marrants, de les imaginer en tant que petits frères, là en train d'avoir un peu leur premier émoi sexuel devant juste une meuf, qui est vraiment une meuf de 10 ans, qui a une lampe torche et ça les excite de ouf. Et je sais pas, je trouve ça hyper innocent en fait et hyper touchant. Le petit look bandana de Bobby, et j'ai mis un cœur à côté, parce que j'aime bien son petit bandana. C'est vrai, il est très beau. Ouais, il est vraiment très très beau. Ah oui, j'ai mis aussi sur la nuisette de Shelley, j'ai mis j'ai vécu dans l'État de Washington, il fait froid en fait. Et c'est ça qu'il faut dire, il fait très froid. Donc ces femmes ont froid tout le temps pour être sexy. Peut-être que c'est bien chauffé. Oui, je pense pas que la maison où elle habite, où la moitié des murs sont faits de bâches, c'est clair, soit bien chauffée. Franchement, je doute. Cet épisode, c'est vraiment le festival des intrigues dont on se contrecarre. Voilà, j'ai noté ça. Ah oui, la chanson de Leland que j'ai chantée au tout début, pourquoi je la connais aussi, c'est parce que pour ceux qui connaissent le film Quand Harry rencontre Sally, et si vous ne le connaissez pas, allez le voir tout de suite parce que c'est un des meilleurs films de tous les temps, c'est la chanson qu'il chante dans la scène où il s'amuse à faire du karaoké dans un magasin. Voilà. Cooper torse nu, ouba, ouba. Oh, enfin. Jimmy, on s'emmerde parce qu'il n'y a pas Nadine en fait. C'est vrai. Catherine, la meuf, a traversé l'enfer des flammes, mais elle a toujours le temps pour une pédicure impeccable. J'ai trouvé que la scène dans la taverne, c'était très Agatha Christie / western, mais un peu loupé, quoi. C'est vraiment un classique, quand même, des livres d'Agatha Christie, où tous les suspects sont réunis à la fin, et Poirot ou Miss Marple explique tout son procédé de pensée et tout ce qu'elle a déduit pour en arriver à... Sauf que là, en fait, c'est pas ça. C'est juste, il dit la genre, magie. Voilà, et un géant. Ah, mon anneau. Ah, voilà, Leland. Je m'identifie beaucoup à Ben dans cette scène qui mange des cacahuètes dans son coin et qui est là. Bon, on peut en finir, s'il vous plaît. C'est clair. C'est tout. Très bien.